Vous vous rappelez hier, Joël de Ronet a dit une chose extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Il a dit, il faut lire des livres. D'accord. Christian Forêt, ce matin, expliquait que les enfants digital natives étaient tellement sur leurs écrans qu'ils étaient incapables de lire des livres. Pourtant, les livres, c'est important. Moi, je voudrais vous présenter un livre, celui-ci. Quand je l'ai lu l'année dernière, j'ai pris une claque extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ça m'a juste rappelé, enfin ça m'a amené deux choses. Ça m'a rappelé mon parcours en partie sur certains aspects, c'est-à-dire des écoles où je suis allé quand j'étais un peu plus petit et où en gros on m'a rien appris, si ce n'est peut-être à travailler encore. Et une deuxième chose aussi, ça m'a appris que un ancien président de la République ne l'avait pas lu parce qu'il ne connaissait pas le bon coin. C'est un livre extraordinaire, c'est un livre qui a beaucoup marqué les esprits l'année dernière, qui s'appelle La déconnexion des élites, qui explique comment effectivement, à l'heure d'Internet, la France, par son système éducatif, produit des élites qui sont déconnectées parce qu'elles n'ont pas cette culture du numérique, qu'elles n'ont pas été élevées au numérique, et que fatalement, le gap qui est en train de se créer aura, à terme, court terme, moyen terme, fera des dégâts dont on ne mesure pas encore les conséquences. On a beaucoup de chance, on a l'auteur de ce livre, qui va, un an après, nous expliquer un petit peu, nous raconter comment elle a vécu, parfois à sa grande surprise, le succès de ce livre et ce qui a pu se passer ensuite. Je vous demande d'accueillir la journaliste Laure Belot. Aucun problème. Bonjour, j'ai eu un petit accident de scooter, alors je suis un peu prudente, je m'assois. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc je m'appelle Laure Belot, je suis journaliste au Monde et je m'intéresse à tout ce qui est émergent dans la société. Par exemple, on a parlé de la créativité. Actuellement, je lance beaucoup d'appels à témoignages. Vous êtes jeune, vous pouvez exprimer votre créativité dans l'entreprise, raconter, parce que c'est vrai qu'on voit très bien qu'il y a une injonction contradictoire des entreprises pour l'instant. Elles veulent que des esprits un peu out of the box. Et puis, en fait, quand les têtes dépassent, souvent, on les coupe. Donc, en fait, c'est assez compliqué. Les jeunes, actuellement, aussi hésitent entre fun et safe. Mais on voit très bien qu'il y a un vrai problème pour le modèle des grandes entreprises, puisqu'il n'y a plus que 44% des gens qui ont fait des grandes écoles, par exemple, qui veulent aller dans un grand groupe. Alors, moi, tout a démarré, en effet, par Le Bon Coin, il y a 2 ans. À l'époque, il y avait 17 millions de personnes qui y allaient chaque mois. J'étais très étonné de ce qui était en train de se passer. Je me disais que c'était bien au-delà d'une plateforme simple de vente et d'achat. Donc j'ai demandé aux patrons du Bon Coin s'ils acceptaient d'ouvrir leurs données et que j'appellerais des experts pour poser leur regard sur ce qui se passait. Ils ont accepté. Ma grande surprise n'est pas venue de là, elle est venue du fait que les experts que j'ai contactés ne connaissaient pas Le Bon Coin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui était encore plus inquiétant, c'est qu'ils ne s'y intéressaient pas, ils étaient même vexés qu'une journaliste du Monde les appelle pour ça. Alors c'est vrai que Nicolas Sarkozy récemment a montré que ce point était toujours d'actualité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure de mes enquêtes, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours le même décalage. J'ai fait des enquêtes sur le big data, sur la formation des nouvelles élites, sur l'éducation, sur l'expression politique des jeunes. Et à chaque fois, il y avait un décalage très fort entre ce qui était en train de se passer dans la société et puis le haut de la pyramide sociétale. Donc j'ai écrit un article qui s'appelait « Les élites débordées par le numérique ». Entre Noël et Jour de l'An, il y a 2 ans, j'ai été débordé par cet article. Du monde entier, une communauté francophone et francophile m'ont envoyé des mails ou sur Twitter en me disant « Vous mettez le doigt sur quelque chose de central pour nous ». J'en ai fait un livre qui est sorti il y a 1 an et demi maintenant. Et je suis débordée par ce livre, c'est-à-dire qu'il y a 9 chapitres, je parle tout autant du commerce que de l'éducation, de la finance, de la politique, et les acteurs de chacun de ces chapitres me saisissent pour essayer de faire bouger les lignes. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au départ, ça a été des défricheurs dans des entreprises, dans des associations, dans des institutions, dans des partis politiques, dans des syndicats. Et puis au fur et à mesure, après, ça a été des coachs. Et puis maintenant, directement, sur LinkedIn ou sur Twitter, il y a des dirigeants qui me disent « Je viens de lire votre livre, il faut en parler parce que j'arrive pas à faire bouger les choses chez moi, etc. » Donc on voit très bien qu'il y a quelque chose de central. Et qu'est-ce que dit le livre pour avoir créé un tel effet ? Je me suis posé la question. Il raconte tout simplement ce que vous savez déjà, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes très ouvert à ces sujets, c'est que le bas de la société est en train de pousser.
les gens se sont saisis du numérique pour agir, pour faire, pour s'exprimer, pour entreprendre. Et en fait, il y a un décalage très clair avec une élite. Alors, l'élite, moi j'avais pris la définition du Larousse, c'est des gens qui ont une position dans la société de par une qualité qui est reconnue par tous. Et c'est vrai que ces gens-là ont du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, classiquement, l'innovation de rupture ne vient pas du cœur du réacteur, mais des marges du système. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le problème de l'indicateur. Par exemple, pour la recherche d'emploi, j'avais fait un premier article sur justement Le Bon Coin qui devenait, il y a 2 ans et demi, 3 ans, la première plateforme de recherche d'emploi en France. En fait, il est devenu la première plateforme de recherche d'emploi en France parce que Médiamétrie l'a inclus dans son indicateur. Il l'était depuis déjà des mois, mais personne ne le savait parce que Médiamétrie n'avait pas pensé que Le Bon Coin pouvait l'être. Donc déjà, il y avait un problème de perception de la réalité. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Le Bon Coin est devenu la première plateforme d'emploi en France, de recherche d'emploi privé. Et c'est pas venu de la direction. J'ai appelé Le Bon Coin. Ils m'ont dit, en fait, le vrai déclencheur, ce sont les boîtes d'intérim. J'ai donc appelé les dirigeants des entreprises d'intérim en disant, mais pourquoi vous avez eu cette idée? Ils nous ont dit, mais c'est pas nous. C'est venu du bas. C'est venu de stagiaires et de jeunes dans des agences d'intérim qui avaient du mal à trouver des prospects ou des gens qui voulaient pour trouver matcher entre les emplois proposés et des candidats et qui ont commencé à chercher sur la plateforme Le Bon Coin et ça a marché. Et de façon virale, ensuite, c'est remonté en haut et d'un coup, les directions des boîtes d'intérim ont basculé. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, c'est un peu la même chose. À chaque révolution de technologie, les idées viennent des marges. C'est toujours en fait plutôt le privé qui est plus... en tout cas les marginaux qui sont plus à même d'accepter, de s'emparer de cette technologie que les gens qui ont du pouvoir, parce que les gens qui ont du pouvoir ont du mal à le lâcher. Quand Gutenberg a imaginé l'imprimerie, il s'est dit c'est pour les catholiques et on va mettre une Bible pour chaque catholique, et ce sont les réformés et les marchands qui s'en sont saisis. À chaque fois, l'agilité vient plutôt en effet de la secteur marchand ou privé, sauf que là, il y a une grande différence, c'est qu'en effet, c'est mondial et c'est extrêmement rapide. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tout le monde ne l'est pas dépassé. Le bouquin dit en effet « Internet dérange l'ordre établi », il le range déjà différemment. Quand on entend Mark Zuckerberg qui dit qu'il a 3 mojos, il dit en effet il faut connecter les gens, mais il faut aussi comprendre le monde et participer à l'économie de la connaissance. On a parlé des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, mais on a aussi les ABTX avec Alibaba, Baidu, Xiaomi, etc. Et quand j'entends Jack Ma, qui est à la tête de Alibaba, qui dit on va faire une autoroute numérique avec la Russie, je fais beaucoup d'enquêtes sur l'Afrique, et quand on voit comment l'Afrique numérique est maintenant un terrain de bataille, que ce soit pour la voix, pour les applications, entre des géants qui veulent saisir des start-upers et investir et en même temps prendre des positions, on voit que le numérique est devenu un enjeu de pouvoir extrêmement fort. Quand on regarde les 25 premières fortunes mondiales, il y en a déjà 6 qui viennent du code. Quand vous regardez les gens qui savent donner de l'intelligence aux données, que ce soit Lequin qui a été pris par Facebook ou Andrew Ng qui est passé de Coursera à Google X et qui est maintenant passé chez les Chinois à Baidu, on voit très bien qu'il y a un mercato des gens qui pensent et qui comprennent cette nouvelle économie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce sont ces plateformes-là qui comprennent plus vite que les autres ce qui est en train de se passer, qui investissent en premier, par exemple dans la finance. Moi, j'avais découvert par un appel à témoignage, vous voulez financer, vous désintermédiez, comment vous faites? Et j'avais découvert qu'il y avait un médecin qui me disait, moi, je voulais financer ma véranda, mon banquier me proposait un prêt à 14%. C'était un peu cher compte tenu que j'étais là depuis 20 ans et que j'étais très bon comme risque. Donc il a trouvé prêtdunion.fr et il a financé sa terrasse à 5% avec des prêts entre particuliers. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 fondateurs, ce sont des gens qui ont fait des écoles, des grandes écoles, HEC, qui ont été banquiers d'affaires avant, qui ont voulu donner du sens à leur vie, qui ont créé cette plateforme, que derrière ça, leur modèle, c'est Landing Club. Alors c'est vrai que Landing Club a été fondé par Renaud Laplanche, qui récemment a quitté l'entreprise, mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement ensuite, il y a un professeur de Berkeley qui a publié une tribune en disant « Attention, en effet, là, vous pouvez vous dire que ça n'est pas sérieux parce que Renaud Laplanche est parti. Regardez les usages. Le vrai indicateur, ce sont les usages. C'est que ces plateformes de financement ont répondu à un besoin des citoyens. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces plateformes, qui a misé en premier dessus ? Google a misé sur la plateforme américaine dès 2013, et pour prêtdunion.fr, c'est Schibsted, et Schibsted, c'est Le Bon Coin qui a misé sur Prêt d'Union, et ils ont d'ailleurs hébergé
les fondateurs dans leurs locaux pour partager les meilleures pratiques. Donc en fait, ces derniers mois, on voit que tout est en train d'arriver au niveau des prêts, de l'immobilier. On voit dans tous les domaines, que ce soit la blockchain, que ce soit la voiture automatique, avec des implications qui peuvent avoir des implications extrêmement protéiformes sur la création, les assureurs qui vont voir leur risque automobile qui va énormément se réduire, les parkings qui vont peut-être devoir diminuer parce que le nombre de voitures va baisser. On voit que dans tous les domaines économiques, des petits signaux faibles qui paraissent au départ anecdotiques ne le sont pas du tout et peuvent bouleverser un secteur. Donc on a parlé juste avant de l'éducation, on pourrait parler de l'expression politique des jeunes. En fait, cette disruption, elle est protéiforme, elle est horizontale, et on assiste aussi, on le voit, à la formation d'une nouvelle élite. On parle des king coders, il y en a 150 000 à 200 000 dans le monde, et ces gens-là ont des capacités d'abstraction hors du commun. Et quand on voit Facebook qui achète une plateforme 500 millions de dollars parce qu'en fait il y a 10 personnes, mais derrière ça il y a 10 king coders, c'est parce que justement ces gens-là vont potentialiser ces applications. Là j'ai fait l'interview de Louison Dumont, qui est un jeune king coder français qui a spéculé sur le Bitcoin quand il était tout jeune, à 13 ans. Il est arrivé en Californie. Il vient de créer une blockchain pour remplacer l'acte notariat. Il vient de créer aussi un avocat qui est un avocat basé sur l'intelligence artificielle pour répondre automatiquement à des demandes. On peut se dire tout ça c'est extrêmement anecdotique, mais quand vous voyez qui finance Louison Dumont, la personne qui lui finance Louison Dumont, c'est lui qui a financé aussi Tesla, qui a financé PayPal et qui est donc très proche d'Elon Musk. Donc on voit très bien que ces nouvelles élites identifient très vite des gens qui vont pouvoir potentialiser des activités et créer des produits. Et donc très rapidement, la disruption peut arriver. Donc c'est François Tadei, qui est directeur du Centre de recherche interdisciplinaire et qui dit « Avant, il suffisait d'appartenir à l'élite pour obtenir une rente de situation. L'autorité classique était liée à la hiérarchie, au diplôme, au statut social, et maintenant le contexte est bien plus ouvert et les critères sont en effet assez différents. » Alors, c'est vrai que moi, depuis que j'ai écrit ce livre, je ne cesse d'être sollicité et je me rends compte qu'il y a différents défis auxquels les organisations, institutions, associations font face. Le premier, c'est de comprendre que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas seulement une révolution technologique, c'est vraiment un basculement, un changement de civilisation. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, des petits frères ou des petites sœurs, vous voyez très bien que l'acquisition des nouvelles technologies change très très rapidement la donne. On assiste à une génération qui est en train de se former avec le numérique et le lien à l'autre est en train de changer. Donc il y a un problème générationnel, mais pas seulement. Le premier défi est un défi d'ouverture. Il faut accepter, il faut comprendre que l'importance des signaux faibles. Je suis intervenu devant 1000 experts comptables. Alors eux, ils disaient, nous on sait que d'ici 3 à 4 ans, il y a plus de 50% de notre chiffre d'affaires qui va être robotisé, en fait, qui va être traité par les algorithmes. On sait qu'on va devoir monter en gamme. On sait qu'on va devoir, par exemple, faire du conseil. Mais nous, notre difficulté, c'est que maintenant, on a des clients qui nous demandent en 2 heures sur Twitter une réponse, alors que nous, on avait pris l'habitude, en 2 mois, de répondre à quelque chose. Donc, c'est ce côté culturel qu'on a du mal à saisir, parce qu'au début, les experts comptables ont dit si ce client est si impatient que ça, c'est pas grave, on en trouvera un autre. Quand vous avez la majorité des clients qui deviennent impatients, c'est qu'on a affaire à quelque chose de bien plus fondamental. Je suis intervenu devant la direction d'un grand groupe bancaire, et là aussi, des gens qui étaient très capés, qui étaient responsables des risques, me disaient mais en fait, il y a eu une première bulle Internet, il va y avoir une deuxième bulle Internet, c'est pas normal que Airbnb soit plus valorisé qu'une chaîne comme Hilton ou quoi que ce soit qui ont des actifs financiers. Et je leur ai dit, là aussi, regardez vos indicateurs. Votre indicateur, c'est la capitalisation boursière. Certes, il y a peut-être une bulle et ça va peut-être éclater. Mais derrière ça, c'est de voir les usages. C'est que derrière, qui a utilisé Airbnb, qui a utilisé Uber, même si Uber va disparaître, même si Airbnb sera remplacé par quelqu'un d'autre, il y a un avantage tel que de fait, les usages vont rester. Donc ce qui est compliqué, en fait, c'est d'accepter qu'il y a un basculement de civilisation, qu'on est passé à autre chose, et que les critères et les indicateurs changent. C'est vrai que j'ai été invité par justement quelqu'un qui écrit
qui écrit des discours pour un ministre, qui m'a dit, écoutez, vous n'arrêtez pas de parler de signaux faibles dans votre livre. Moi, chaque fois que je vois signal faible dans le discours d'un ministre, je biffe parce que c'est pas sérieux. Et je leur ai dit, un signal faible, racontez-moi ce que c'est. Donc je dis, un signal faible, c'est Napster, il y a 15 ans, deux jeunes qui s'échangent de la musique, c'est illégal, on met un couvercle dessus, et puis 15 ans après, une structure entière, une industrie culturelle a totalement changé. Donc c'est vrai que la vraie difficulté, et plus ça va et plus on me sollicite, plus je me rends compte que la vraie difficulté au départ, c'est de comprendre que tout ce qui se passe n'est pas anecdotique. Même si, à l'échelle d'une activité industrielle ou d'une activité économique, c'est quelque chose qui peut paraître infime par rapport à un chiffre d'affaires, par rapport à un nombre de clients. Le défi, c'est que derrière ça bouscule les pyramides. Parce que quand on dit que la société pousse, c'est que tout le monde peut avoir des idées et être les doigts dans la prise et comprendre ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai été contacté par quelqu'un qui défraie un peu la chronique actuellement, parce que ça marche très bien. Il est en train de faire bouger les lignes avec un très grand groupe, et il a mis en place un écosystème avec des startups en disant, voilà. Mais moi, il m'a appelé en disant, écoutez, moi, vous dites ce que vous dites dans votre livre, je le vis tous les jours, parce qu'on m'a mis un N+1, et je le mets en danger parce qu'il ne comprend pas ce que je suis en train de faire. Donc, en fait, il me met des bâtons dans les roues. Donc, moi, dès que ce projet va être terminé, je vais partir de ma structure parce qu'en fait, c'est pas possible. Et le hasard a fait que j'ai été sollicité pour rencontrer des grands patrons, dont le patron de ce gars-là, que j'ai rencontré, bien sûr, je n'ai pas parlé de mes deux rencontres. Et ce patron-là m'a dit, moi, c'est super, parce que j'ai mis 3-4 personnes dans la structure qui font bouger les lignes, et avec ça, ça va marcher. Donc il y avait deux sincérités successives, une personne en bas qui essaie de bouger, de faire bouger les choses, une personne en haut, et qu'au bout, derrière ça, des courroies de transmission intermédiaires qui ne font pas le relais et qui bloquent les initiatives. J'ai un grand groupe qui est dans le domaine des services, qui m'a appelé en me disant, vous savez, on a notre direction informatique qui a été sidérée parce que, alors je vais reprendre ces termes, mais ce sont les siens, quelqu'un qui était en région et qui n'avait pas de BTS a trouvé une solution que les 1500 cadres de la direction informatique n'avaient pas trouvée. Donc en fait, on se retrouve avec ce qui est en train de se passer, quand on parle de la société du bas qui pousse et tout le monde se saisit du numérique, également dans les associations, dans les institutions, dans les entreprises, les gens sont en train de se saisir du numérique, et ça bouscule les pyramides, et c'est extrêmement compliqué pour les structures de pouvoir, notamment en France, extrêmement pyramidales, d'accepter cela, d'accepter que des personnes qui ont des idées, qui n'ont pas eu les formations ad hoc, classiques, celles qui font qu'on peut arriver au sommet très vite. Donc accepter cette différence-là, accepter que ces initiatives-là puissent être stratégiques pour l'entreprise. Donc moi, quand je rencontre des dirigeants, je leur dis, mais qui capte les signaux faibles chez vous? Comment vous les attirez? Comment vous les gardez? Comment vous les protégez? Et souvent, il y a un vide derrière parce qu'on voit très bien que c'est compliqué. Donc, l'initiative de Sébastien Bazin à la tête de Accor est intéressante. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce qu'il l'a annoncé avant même de le mettre réellement en place. Le fait qu'il ait créé une sorte de shadow cabinet avec des jeunes de 25 à 35 ans en disant « ces gens-là auront des idées que nous n'aurons pas ». Donc il a créé une sorte de board parallèle dans son entreprise en disant ces gens-là, je vais leur donner toutes les informations que j'ai avant. Ils vont réfléchir, ils vont donner leurs informations, puis après on les donnera aux dirigeants plus âgés pour partager en fait ces informations-là et voir si on prend dans la même direction. Donc c'est vrai que en fait, le premier défi, c'est de comprendre ce basculement. Le deuxième défi, c'est de trouver une organisation assez agile pour s'adapter à ça et surtout accepter à l'intérieur d'une organisation, qu'elle soit à visée profitable comme une entreprise, mais aussi associative ou syndicale, à accepter que les idées ne viennent pas du haut. Et là, les freins sont assez importants. L'autre défi, un troisième défi que j'ai pu voir, c'est un défi éthique, parce que c'est vrai que dans le livre, je donnais l'exemple, dans le big data, il y a un tel engouement dans le big data que moi je rencontre beaucoup de dirigeants qui me disent il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille au niveau du marketing, il faut qu'on y aille au niveau des ressources humaines. C'est vrai que l'exemple
que je donne dans le livre a eu déjà un impact après livre, c'est que je parle de la manipulation des sentiments de Facebook, qui a eu lieu il y a 2 ans, où ils ont fait un truc quand même sidérant, c'est que, bon, à l'échelle de Facebook, puisqu'il y a un nombre, plus d'1 milliard d'individus, ils ont pris 800 000 personnes et ils ont envoyé sur le mur de 300-400 000 des mauvaises nouvelles et sur le mur d'information de 400 000 des bonnes nouvelles pour voir si ça avait un impact sur notre bien-être. Et alors, il y a un impact sur un bien-être, c'est quand on se fait bombarder des très mauvaises nouvelles, et ben en fait on n'est pas très heureux. Quand on n'a que des images très fun, et ben on est plus heureux. Ils auraient pu garder ça pour eux, mais en fait ils étaient tellement fiers avec l'université de Cornell qu'ils ont voulu le publier. Et là, heureusement, il y a 1 an, il y a eu quand même un tollé du monde académique en disant qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec le big data et qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec nos données personnelles. Et c'est intéressant de voir que après cette publication-là, Facebook a mis quand même quelques mois à réagir pour se dire qu'ils avaient fait une erreur. Mais moi, j'ai rencontré une plateforme qui s'appelle Indeed, qui est la première plateforme de recherche d'emploi sur smartphone. Ils ont près de 200 millions de CV dans le monde et on voit très bien que quand on cherche de l'emploi, on est prêt à tout pour en trouver. Donc on dit beaucoup de choses sur nous. On montre son ventre. Hein. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une réunion de crise le jour où Facebook a annoncé ça, cette expérimentation, en disant qu'est-ce que ça veut dire pour nous au niveau du big data, au niveau de l'éthique, comment on va cadrer ça. Comment on va cadrer ça, d'autant plus que je parlais tout à l'heure des King Coders. Pour ce qui est de Indeed, ils m'ont dit que maintenant, c'est plus les 22 ans. Il y a une grande université qui s'appelle Waterloo en Amérique du Nord, qui va chercher des codeurs, de très bons codeurs pour... Et bien maintenant, c'est plus des 22 ans ou 21 ans qu'ils vont chercher pour leur application, c'est des 15 ans à 16 ans. Et ils ouvrent toutes leurs machines pendant l'été pour que ces stagiaires viennent, parce qu'ils m'ont dit les 15-16 ans, c'est beaucoup plus intuitif pour eux de coder sur smartphone. Donc ce qui est compliqué, c'est que c'est plus intuitif de coder sur smartphone, et c'est bien plus compliqué aussi de leur donner des limites, notamment des limites éthiques. Donc eux, ils ont mis en place un système qui est en fait un système où leur société est cadrée par, au début, il y a 1 an, c'était un académique qui était une philosophe, et maintenant il y en a 4, pour faire en sorte qu'ils n'aillent pas trop loin. J'ai fait l'interview de 2 personnes intéressantes récemment. Il y a Michael Jordan, alors pas le grand sportif, mais l'autre, qui est le ponte des big data à Berkeley. Lui, il me dit il va avoir un big winter des big data. Ça va beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Et c'est pour ça qu'en fait, on est en train de donner maintenant à Berkeley, depuis cette année, à tous les étudiants, que ce soit des étudiants de littérature, d'art ou de médecine, des cours de big data pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire avec leurs données pour qu'ils deviennent des citoyens avertis. Et à Stanford, qui est la première université au monde, hein, depuis 1 an également, ils sont en train de donner, à l'inverse, si on veut, des cours de philosophie et des cours d'éthique et de morale aux codeurs et aux informaticiens de 18 ans, en se disant il va falloir qu'on leur donne des cadres pour que justement ils aient des réflexes, et les bons réflexes, alors qu'il faut prendre des décisions extrêmement vite. Donc c'est vrai que le 3e défi dans les entreprises, dans les organisations, ce qui est en train de se passer, est un défi éthique, parce que ça va tellement vite que les gens ont envie de prendre le train, ont peur de ne pas prendre le train, et vont très vite au niveau de l'acquisition de la technologie. Dès qu'ils y sont, ils veulent faire du big data, ils veulent faire de l'Internet des objets, et ça pose des questions qui sont difficilement compréhensibles dans une entreprise. Le dernier défi, et non des moindres, on en parlait justement avec les autres interventions, c'était sur les jeunes, hein, quand on parle du fait que les jeunes n'ont pas spécialement envie d'aller dans le monde de l'entreprise. La nouvelle génération qui se crée et qui communique et qui consomme avec ces outils n'a plus spécialement envie de rentrer dans les grandes entreprises. Le système de salariat est un système qui ne fait pas fantasmer. J'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui me disent « mais comment on peut faire ? On leur propose des sommes bien plus importantes que pour des débutants, et au bout de 2 mois, ils partent. Ils nous disent qu'ils ne veulent pas s'ennuyer, ils nous disent qu'ils veulent du sens. » Alors là, ça sidère les boîtes, parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce que c'est ? Nous, on leur donne un boulot, on leur propose même un CDI, et puis ils veulent du sens, ils ne veulent pas s'ennuyer. » Donc il y a quelque chose dans cette déconnexion qui apparaît là aussi, c'est comment gérer une nouvelle génération, qui est une génération qui a d'autres demandes. La demande de sens, elle existait à toutes les époques. Mais c'est vrai que là, maintenant, il y a avec le numérique une possibilité de faire. Les gens ont envie d'être acteurs, de faire et de tenter des choses.
Donc c'est vrai qu'on peut se dire que des fois, il y a des nouvelles élites qui veulent remplacer les anciennes et que beaucoup de personnes qui ont la chance d'avoir eu des cursus de choix rentrent dans le numérique. Mais est-ce que l'intervention de la personne avant qui montrait que dans un hackathon, il avait eu plein de gens de différentes origines qui sont en train de se saisir du numérique. Je fais des enquêtes, moi, en Afrique. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer en Afrique, de voir comment des jeunes qui n'ont en effet pas grand-chose, mais alors là, la nécessité fait loi, sont en train de se saisir du numérique pour inventer des services dans la banque, dans l'énergie, dans le commerce, et que là, pour le coup, on arrive aussi en Afrique à un vrai clivage quasiment Afrique francophone, Afrique anglophone, puisque l'Afrique francophone, il y a une vraie déconnexion encore plus importante de l'Afrique anglophone, et beaucoup de start-upers francophones vont au Kenya ou dans des pays anglophones pour développer leur start-up parce que le partage du pouvoir est compliqué. Je suis longue ? On a encore à peu près 2 minutes ? 2 secondes. 2 secondes. Alors, juste pour finir là-dessus, c'est qu'on a quand même quelque chose de super intéressant en France, c'est qu'il y a par exemple, tout le monde n'est pas fait pour devenir start-upper, mais il y a quand même 300, 400 000, si on prend les start-uppers d'un côté puis les auto-entrepreneurs, tous les auto-entrepreneurs ne veulent pas créer des start-up non plus, on a un vivier énorme d'idées, ce qui est formidable, mais ce qui est embêtant, c'est que derrière ça, c'est comme des graines avec un terreau, il faut leur laisser de la place. Il faut mettre de l'eau, donc il faut des financements, il faut leur laisser de la place pour pousser, donc il faut que les élites acceptent aussi cette arrivée-là, sachant que le financement n'est pas la seule clé. Je prends l'exemple de Bertin Nahum qui a fait MedTech, c'est formidable, il a créé un petit robot qui va dans le cerveau et qui permet de sauver des vies. Son problème à lui, ça n'a pas été le financement, ça a été la première commande. Il ne l'a jamais vraiment eu de l'État. Donc il est parti aux États-Unis et il travaille pour le plus grand hôpital américain qui a 35 000 salariés. Et il s'est implanté pour grande partie aux États-Unis, même si sa recherche et développement est encore en France. Donc juste pour terminer, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'intéressant au fur et à mesure de mes interventions, c'est que plus j'interviens, que ce soit devant 250 agriculteurs vendéens ou 1000 experts comptables, le CESE de Franche-Comté ou la direction des affaires sociales à Bordeaux, donc des gens extrêmement différents, plus je me rends compte qu'au bout du compte, le point principal, c'est quelle est ma place dans la société, quel est mon statut, quel est le pouvoir que j'ai, est-ce que je suis capable de partager le pouvoir, parce qu'au fond, c'est quand même de là qu'il s'agit, et que on a parlé de côté stratégique, donc c'est vrai que ça nécessite pour les structures de faire une révolution professionnelle, hein, mais vraiment pour chacun d'entre nous de faire une révolution personnelle, une révolution intime. Voilà, merci de votre attention. Merci Laure Belot. On va rester juste là pour les questions. Je voudrais juste vous faire remarquer l'adresse du fil Twitter de Laure Belot, @curieuse de tout. Oui, je trouvais que le clin d'œil était intéressant. On va prendre des questions dans la salle, ici. Bonjour, Pascal Rigaud, je suis enseignant. Alors moi, je vais faire juste deux remarques rapides avant de poser ma question. J'ai eu la chance de suivre à l'école polytechnique le développement, et il y a plus d'élèves qui choisissent de développer des startups que de s'engager dans la fonction publique, et encore moins dans l'armée. Je donne des cours à des élèves de Sciences Po, ils sont tous avec leur ordinateur, mais le concours, ils passent à l'écrit, à la dissertation. Je regarde le CV des dirigeants de Blablacar, Normal Sup, Mathsup Mathsp, école d'optique, Stanford, 15 000 $ par an, et c'est même pas l'argent qui est important, c'est aussi le niveau d'entrée. Et donc ma question que je me pose, est-ce que ces nouvelles élites ne sont peut-être pas si déconnectées? J'ai un doute, et c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'au contraire, l'économie numérique ne va pas donner une prime à ces anciennes élites républicaines, à l'école polytechnique, à Sciences Po, qui créent un master de création d'entreprise, qui vont rajouter du numérique? Et c'est pour le dire autrement, est-ce que les nouvelles élites ne sortiront pas de l'école polytechnique financée par Draghi et non pas de l'école 42? Voilà, c'est ma question. Alors c'est une vraie question, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a avoir une idée, la mettre en place, et après avoir les réseaux pour faire en sorte que ça se potentialise, que ça prenne de l'ampleur, que ce soit finançable, trouver des sources de financement. Et il est vrai que quand on regarde les entreprises, il y en a quelques-unes qui commencent à prendre de l'ampleur, ce sont des gens qui ont eu la chance de passer par
par des anciennes formations, entre guillemets, formations classiques. Alors, je voudrais juste distinguer deux choses. Moi, dans le livre, je parle de la déconnexion des élites, c'est-à-dire que je raconte qu'il y a un problème entre les gens du haut et les gens du bas. C'est qu'en fait, la société, les citoyens, sont en train de faire société entre eux, qu'il y a des gens en haut qui tournent en rond et que comme il y a quelque chose de très en haut par rapport et très perché par rapport à ce qui est en bas, les gens du bas se disent qu'ils n'ont pas besoin de haut pour arriver. Mais c'est vrai que vous avez raison, pour qu'une entreprise ou une initiative monte et prenne de l'ampleur, il faut qu'à un moment donné, on ait des réseaux pour faire en sorte d'attirer l'attention, d'avoir des financements, et que les personnes qui ont fait les écoles d'avant ont plus de chances que d'autres actuellement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de sortir un tout petit peu de France. Parce que la France, c'est quand même quelque chose d'extrêmement particulier. On est pyramidal, on ne laisse pas la place beaucoup aux gens qui n'ont pas vraiment fait les bonnes écoles. Je suis invité dans des cercles d'anciens de quasiment toutes les entreprises, toutes les écoles dont vous m'avez parlé. Donc je vois très bien comment ce que je raconte, c'est clivant. Il y a des gens qui me remercient, puis il y a des gens qui ne veulent même pas me saluer à la fin, tellement il y a des blessures narcissiques quand je raconte que le jeu est en train de s'ouvrir. Bien sûr que les élites ne vont pas disparaître, et bien sûr qu'on peut imaginer qu'il y a un remplacement et que des gens qui ont la chance d'avoir accès à la connaissance et une très bonne connaissance vont prendre des places plus vite. Je vois qu'en Afrique, je vous donne juste l'exemple de Arthur Zang. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais Arthur Zang, il a fait une petite école, entre guillemets, une école au Cameroun d'ingénieur, qui était un ingénieur soft. Il a été faire un stage à l'hôpital, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cardiologue, il voulait faire une tablette de cardiologie pour faire de la cardiologie à distance pour que n'importe qui fasse un électrocardiogramme. Il s'est rendu compte que ça marchait, qu'il n'avait pas la formation, il a été sur Google, il a fait formation pour faire du hard, il a trouvé une formation en Inde, il s'est formé pendant 1 an du Cameroun en Inde. Ensuite, il a fait il a participé à un hackathon de Microsoft, il a eu du matériel, il a commencé à faire sa tablette, sa maman a hypothéqué sa maison, il a eu $1000. Il a fait ça, il a été bloqué, il a mis un film sur YouTube, le président du Cameroun a vu sa vidéo, il lui a donné $50 000, et ensuite il vient de faire du crowdfunding, il vient de récupérer $9000 et les premières tablettes qui s'appellent Cardiopad pour faire un diagnostic à distance viennent d'être produites il y a 2-3 mois. C'est juste un exemple qui est exceptionnel, mais ça montre juste que sans le numérique, ça, c'était pas possible. Dans certains pays, il y a vraiment des gens. Ça ouvre les cartes. Je ne dirais pas que les cartes se redistribuent, mais dans certains pays, le numérique est réellement une façon pour des gens qui n'auraient jamais eu accès à une possibilité de faire quelque chose, d'en faire. Et je vois même, il y a autre chose, c'est que je vois notamment en Afrique, des gens qui ont eu la possibilité de partir en Europe ou aux États-Unis pour faire des études, qui ont des bons postes dans différents endroits et qui reviennent en Afrique en disant « j'ai l'impression que ce que je fais, c'est des applications pour faire du dating ou faire du babysitting de chiens. J'ai un problème de sens. » Et par exemple, 2 gars qui étaient en Allemagne qui sont formidables, ils sont revenus en Éthiopie pour faire du consulting Internet. Et puis en même temps, ils ont créé une application qui s'appelle Fidèle, qui est formidable pour remettre à niveau tous les jeunes de leur pays au niveau de l'éducation. Donc ça veut dire qu'on a en effet en France quelque chose d'assez sclérosé, avec, c'est vrai, plus on rentre et on fréquente le cœur du réacteur, plus on est un peu hors sol. Donc il y a ça. Mais en même temps, de partout dans le monde, des gens se saisissent du numérique. Alors bien sûr, c'est un jeu de concurrentiel, et après, il y a la possibilité ou non d'avoir accès, d'une part, au financement, et d'autre part, à la première commande. Et là, en effet, on n'est pas au même niveau chacun. Donc vous avez raison, il n'y a pas égalité, c'est pas un monde rêvé. Et puis l'autre point que je voulais juste rajouter sur la déconnexion des élites dans le livre, c'est que je parle de la déconnexion des anciennes élites, mais aussi la déconnexion de certaines nouvelles élites. Parce que ces personnes qui accèdent à la connaissance et sont capables d'acquérir des savoirs très vite peuvent aussi avoir l'impression d'être au-dessus des autres très vite et de façon très claire. Quand vous voyez ce qui a pu se passer en Californie avec des applications de mise en enchère des places de parking, etc., le fait que les gens qui avaient des revenus assez faibles ont été éjectés du centre-ville de San Francisco, on voit bien que l'accès à la connaissance, l'accès à la technologie, ça donne de la puissance, et qu'actuellement, il y a aussi des nouvelles élites qui sont très jeunes,
qui sont monnayées extrêmement cher et qui peuvent être aussi elles-mêmes déconnectées de la réalité et de justement cette quête de sens. Donc on voit très bien qu'il y a des gens, c'est très clivant. Vous avez des personnes qui utilisent le numérique pour faire des choses, pour améliorer la société, pour le bien commun. Et puis vous avez des personnes qui cherchent à prendre du pouvoir et à prendre des positions mondiales le plus rapidement possible. Mais ça, c'est très humain. Une autre question. Je vous entends. Dernière question. Après, on passe à... Ça marche, ça marche. Donc bonjour Hélène Hamel. Déjà, je voulais vous remercier pour votre intervention que j'ai trouvée vraiment captivante. Merci beaucoup. Et vous parlez beaucoup de constats, vous donnez beaucoup d'anecdotes. Mais en fait, moi, je suis assez novice dans ce domaine et ma question est assez vaste. C'est justement, à l'échelle de la France, comment reconnecter le bas avec le haut? Est-ce que c'est possible? Et j'ai vu une question passer tout à l'heure qui était très intéressante. C'était, faut-il supprimer l'ENA, justement? Alors c'est marrant parce que je vais rencontrer la directrice de l'ENA la semaine prochaine. Donc, non, mais alors ce qui est intéressant, en fait, je rebondis sur... Enfin, c'est compliqué parce que là on me dit que c'est la dernière question, répondre en 2 minutes, la question c'est... Même le bac cette année, là, ils n'auraient pas eu de 4 heures pour la traiter. Non, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, justement, il y a visiblement un problème quasiment constitutionnel en France. Moi, je me posais la question, est-ce que la Constitution française est compatible avec le numérique? Donc c'est pour ça que je suis allée voir Dominique Rousseau, qui est un des plus grands constitutionnalistes, en lui posant cette question, c'est que j'ai traité, je lui posais la question dans le livre. C'est vrai que nous, tout part du haut. Donc on a des lois, et puis après on fait des dérogations parce que la loi, ça ne marche pas pour tout le monde, alors que dans d'autres pays, par exemple, il y a des contrats, le droit est basé sur le contrat, si bien que toutes les parties prenantes ont l'habitude de négocier les uns avec les autres. Donc on n'a quand même pas ce côté, le haut qui regarde par le bas, on est obligé de prendre en compte la position de l'autre. Dominique Rousseau, dans le livre, dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit le problème, c'est pas tant la déconnexion que l'entre-soi. En fait, il y a trois niveaux. Il dit il y a des gens tout en haut, il y a les citoyens, et puis il y a des élites intermédiaires, les médias, les artistes et les académiques, le monde de l'éducation, qui sont des élites qui normalement devraient faire le lien entre le haut et le bas. Et alors lui dit dans le livre, que ces élites-là ont tellement envie d'appartenir en haut qu'elles ne disent pas exactement ce qui est en train de se passer en bas. Donc les courroies de transmission ne fonctionnent pas en France. Donc après, quand on a fait ce constat-là, si on pense qu'on est d'accord avec lui, de voir comment après il faut réagir. Qu'est-ce qu'il faut changer en haut, au milieu, pour faire en sorte que les choses fonctionnent plus? C'est un gros débat et un gros thème. Mais c'est un débat qu'on va pouvoir poursuivre tout à l'heure dans la séquence suivante. Je vous demande d'applaudir Laure Belot.